Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. En cherchant à contenir l'inflation, la Banque centrale européenne est-elle en train de signer l'arrêt de mort de la zone euro ? Face au risque qu'une hausse incontrôlée des prix fait peser sur notre économie, ceux qui nous dirigent semblent bien décidés à prendre des mesures, quitte pour cela à plonger l'Europe entière dans la récession et à condamner des centaines de millions de citoyens français, italiens ou allemands à une chute drastique de leur niveau de vie. L'objectif des banques centrales, il est clair. Il a été encore une fois, clairement énoncé à Jackson Hole. Déprimer la demande, donc peser sur l'activité, donc peser sur l'emploi. Il faut vraiment arriver à limiter l'activité économique pour que la demande baisse et que donc les prix redeviennent se calment. Il veut créer du chômage pour freiner la consommation d'une certaine manière. Tout à fait, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Vous avez eu l'inflation, mais vous n'aurez pas les salaires non plus. Jeudi 8 septembre, les banquiers centraux en charge de la politique monétaire ont d'ailleurs confirmé cette orientation en annonçant une nouvelle hausse, plus forte que prévue, et en attendant la prochaine, de leur taux directeur, restreignant ainsi l'accès au crédit pour les ménages, les collectivités et les entreprises. Mais au-delà des conséquences déjà désastreuses et évidentes d'une telle politique sur le pouvoir d'achat, la consommation, l'investissement, l'emploi et l'activité, les choix actuels de la BCE signent le grand retour d'une crise que l'on croyait jugulée depuis près de 10 ans, celle des dettes souveraines des États, avec à la clé un sérieux risque d'éclatement de la zone euro, victime des défauts profonds de la monnaie unique et de contagion à l'ensemble du système bancaire. Alors, comment ce scénario est-il en train de prendre corps sous nos yeux ? L'euro est-il réellement menacé dans son existence même ? Peut-on encore amortir le choc économique qui attend notre pays ? Et si oui, au prix de quel changement profond ? C'est à toutes ces questions éminemment complexes que nous allons tenter de répondre le plus simplement possible tout de suite dans cette vidéo. Est-ce que les prix vont continuer à monter dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Excellente question. Nous considérons que pendant l'année 2022, ça va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l'année. Ça va baisser moins que ce qu'on avait envisagé tous les économistes de la planète il y a un an, mais ça va baisser. Combien ? Donc on est incapable de dire. Et si je vous disais un chiffre aujourd'hui, je vous dirais quelles sont nos prévisions du 16 décembre 2021 qui voit l'inflation aller pour l'année 2022 à 3,2%. Nouveau record de l'inflation dans la zone euro. Sur un an, les prix ont augmenté de 8,9% au mois de juillet. Ils avaient déjà progressé de 8,6% en juin, selon Eurostat. Nous avons relevé les 3 principaux taux d'intérêt de la BCE de 75 points de base aujourd'hui. Et prévoyons de les relever encore. Parce que l'inflation reste beaucoup trop élevée et risque de rester au-dessus de notre objectif pendant une période prolongée. C'est donc une première historique depuis l'euro en 1999. Elle a agi très très tard, probablement trop tard. On a un euro qui a dévissé, l'inflation a dépassé les 9%, c'est-à-dire plus que 4 fois l'objectif de la BCE. Donc la BCE se trouve, je dirais, dans une forme d'échec. C'est le moment pour elle de passer des petits pas aux grandes enjambées, de retrouver de la crédibilité. Face à l'inflation qui résiste, la Fed a décidé de contre-attaquer ce mercredi. Le comité de politique monétaire de la Fed a relevé son taux d'intérêt directeur de 3/4 de point de pourcentage et nous prévoyons que des hausses continues seront appropriées. Cette annonce associée aux propos du président Poutine a propulsé le dollar à son plus haut niveau depuis près de 20 ans. Je pense que la BCE fait une erreur de suivre ce que fait la Fed parce que si aux États-Unis il y a des signes de surchauffe, dans la zone euro, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous avez une inflation qui est autour de 9% dans la zone euro, mais les salaires qui augmentent beaucoup moins. Donc le gros risque dans la zone euro, c'est une baisse très forte du revenu des ménages, un effondrement de la demande et donc un risque fort de récession. Donc si vous augmentez les taux alors que déjà vous avez un risque de récession, vous allez aggraver la récession. Moi je pense que c'est une erreur énorme. Et donc on laisse l'inflation dériver alors ? Oui, mais en fait on n'a pas tellement le choix. Si on relève les taux aujourd'hui, on va renchérir le coût des investissements et donc on va empêcher la nouvelle offre d'arriver pour justement faire baisser les prix.
Aujourd'hui, on est vraiment sur de la tension offre. Limitation de ressources, limitation de capacité d'extraction pétrolière, baisse des investissements de manière très importante dans l'industrie pétrolière, donc renchérissement du coût de l'énergie. Aujourd'hui, vous n'allez pas baisser le coût de l'énergie en augmentant les taux d'intérêt. Implacablement, le piège des dettes souveraines est en train de se refermer sur la zone euro, activée par ceux-là même qui se posaient en garant de la stabilité monétaire. Acculés à choisir entre l'inflation et la récession économique, les banquiers centraux européens, nous en parlions dans notre dernière vidéo, et on vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait, ont choisi de nous plonger dans la récession, sans garantie aucune, par ailleurs que ce choix suffise à juguler l'inflation. Un choix que pourtant la BCE impose désormais aux citoyens comme aux États européens, le choix de l'austérité, qui s'incarne principalement dans deux décisions. D'une part, la hausse des taux directeurs, avec pour effet de restreindre l'accès au crédit et d'augmenter les coûts de son remboursement, pour les consommateurs comme pour les entreprises, et d'autre part, la fin des politiques de rachat des titres de dette publique, dites politiques de quantitative easing ou QE, obligeant les États à couper drastiquement dans leurs dépenses, notamment de soutien à l'économie, pour espérer arriver à se financer. Deux décisions qui, par leurs seules conséquences directes, ne peuvent manquer de susciter des troubles sociaux et politiques au sein de la zone euro, voire d'y raviver le spectre des révolutions et des guerres civiles. Mais aujourd'hui, c'est bien sur une autre conséquence de ces décisions, sans doute moins évidente à appréhender, mais en réalité au moins aussi préoccupante, qu'il nous faut nous pencher. Car, en augmentant ses taux directeurs et en abandonnant ses politiques de quantitative easing, la Banque centrale européenne accroît surtout la dépendance des États européens envers les marchés financiers, les condamnant ainsi à voir leur dette publique atteindre des sommets, avec à la clé un risque bien réel de défaut de paiement pour les plus fragiles d'entre eux. Défaut qui, s'il advenait, ne manquerait pas de se répercuter sur l'économie des pays voisins, sonnant ainsi le glas de la zone euro et menaçant jusqu'à l'existence même du système bancaire international. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a malheureusement une dette publique qui est énorme, des taux d'intérêt qui augmentent. On est aujourd'hui à 2,2%, 2,3%, même sur le taux d'intérêt à 10 ans français, plus de 4% en Grèce, 3% en Italie. Donc ce sont effectivement, à chaque fois que le taux d'intérêt augmente de 1 point, ça coûte 40 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette sur 10 ans. 40 milliards, là ça fait... Au bout de 10 ans. Sur les 10 ans. Ça s'accumule, bien entendu. Et donc, ce qui veut dire que là, ça représente juste la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu. Je vous rappelle qu'on a quand même eu le plus grave krach obligataire depuis 1994. On avait des taux d'intérêt négatifs, on est monté jusqu'à 2,4. Donc, ça fait quasiment 3 points. Vous voyez, ça fait très vite, c'est presque 150 milliards d'euros. Il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu d'attendez, mais ça arrive. Pour bien comprendre le problème, il nous faut ici commencer par le début et expliciter un concept omniprésent dans les journaux télévisés et les discours politiques, mais dont la mécanique n'est jamais réellement détaillée, celui de dette souveraine. La dette souveraine ou dette de l'État, qu'est-ce que c'est ? C'est une évidence, que ce soit pour construire des routes, protéger les citoyens ou équiper le pays en réseau électrique, n'importe quel État a besoin d'argent. Cet argent, il le prélève auprès des citoyens sous forme d'impôts, afin donc de financer les dépenses communes. Dans un monde idéal, les recettes annuelles d'un État issues de l'impôt et ses dépenses annuelles réalisées au profit de la collectivité seraient d'un montant équivalent. Le budget serait à l'équilibre et tout le monde serait content. Mais dans les faits, les choses ne se passent pas ainsi. Pour tout un tas de raisons, des dépenses imprévues, la nécessité de soutenir les commerçants face à une pandémie, ou la volonté des représentants de baisser les impôts 3 mois avant les élections pour se faire bien voir, il peut arriver que les recettes de l'État ne couvrent pas la totalité de ses dépenses. On dit alors que le budget est en déficit, et l'État, pour continuer à se financer, va être amené à emprunter de l'argent, que ce soit directement auprès des banques, ou encore en émettant des obligations, soit des titres de dette qu'il va vendre à des particuliers contre la promesse à échéance du remboursement de cette dette auquel viennent s'ajouter des intérêts. Si cette situation perdure année après année, les sommes empruntées et les intérêts associés viennent se cumuler, le total des sommes dues par l'État à ses créanciers formant ce qu'on appelle la dette souveraine. Une notion légèrement différente de celle de dette publique, cette dernière incluant la dette souveraine au sens strict, mais également la dette des collectivités locales et autres organismes sociaux. Or, ces dernières décennies, le financement par la dette est devenu la norme pour nos États occidentaux.
À un point tel, en fait, qu'en 2020, la totalité des impôts perçus par l'État français ne représentait qu'à peine le tiers de ses recettes. Une proportion en constante diminution, là où les sommes empruntées sur les marchés financiers, la seule source de financement extérieur permise par les institutions européennes, sont chaque année plus importantes, à l'origine d'une dette publique cumulée représentant près de 115% de notre produit intérieur brut annuel, un niveau plus élevé que celui de la moyenne des pays de la zone euro, certes largement dépassé par des pays comme l'Italie ou la Grèce, mais surtout nettement supérieur à ce qu'il était au tournant des années 2000, quand notre dette publique représentait moins de 60% de notre richesse nationale annuelle. Bien sûr, ces chiffres peuvent sembler excessivement élevés, et il est permis, en les regardant, de se demander comment notre pays peut faire face à un tel taux d'endettement. C'est que si la comparaison entre dette cumulée et PIB annuel permet de se représenter l'évolution du niveau d'endettement d'un pays, dans les faits, elle n'a guère de sens, car aucun État n'aura jamais à rembourser sa dette en 1 an, ni même en 10. En réalité, les États ne remboursent jamais pleinement leur dette, ils la roulent. Quand des obligations arrivent à échéance, ils en émettent d'autres, ce qui leur permet de rembourser les premières, et ce, année après année. Une situation qui leur permet de s'endetter constamment, et surtout qui fait l'affaire des investisseurs, puisque les obligations d'État font habituellement partie des placements financiers les moins risqués, raison pour laquelle les marchés financiers n'ont aucun intérêt à ce que les États cessent de s'endetter auprès d'eux. La conséquence de tout cela étant que chaque année, une part importante des recettes de l'État, plus d'un tiers en 2020, sert à rembourser la charge de la dette, financée par de nouveaux emprunts qui viennent à leur tour alourdir la charge de la dette, car ils devront eux aussi être remboursés à échéance, alourdi, cela va sans dire, d'un intérêt sans lequel aucun investisseur n'accepterait de prêter. Un système donc conçu pour se perpétuer encore et encore, qui permet un développement rapide des économies nationales, la capacité des États à investir étant indexée non pas à l'activité économique réelle, mais à l'attrait exercé sur les capitaux internationaux, mais un système qui pourtant n'est pas sans faille. Car si tout le financement de l'économie nationale repose ici sur la bonne volonté des investisseurs internationaux, il suffit d'un choc pour que les investisseurs deviennent frileux et que les capitaux n'arrivent plus, ou du moins arrivent à des conditions nettement moins intéressantes. Que ce soit un choc de confiance dans les capacités du pays à rembourser sa dette, par exemple, ou un choc extérieur sur d'autres types de produits financiers, mais incitant les investisseurs à la prudence, et les taux obligataires peuvent rapidement grimper en flèche. Dès lors, le simple fait de continuer à faire rouler la dette suffit à en alourdir la charge à un niveau qui, à terme, peut devenir insoutenable pour l'État. Or, cette situation, l'Europe s'en est dangereusement approchée, il y a une dizaine d'années, dans le sillage de la crise des subprimes de 2007-2008. Pour ceux qui étaient trop jeunes, les subprimes, ce sont à l'époque des prêts immobiliers accordés par les banques américaines aux ménages modestes, assortis d'un taux d'intérêt variable et d'une garantie hypothécaire sur le bien acheté. Pour récupérer immédiatement l'argent prêté et limiter le risque de défaut, les banques ont alors recours à une pratique appelée titrisation. Elles transforment, via des sociétés financières créées à cette fin, les créances subprimes en produits financiers qu'elles revendent sur les marchés de capitaux, parmi d'autres produits, avec à la clé des promesses de rendement élevés. Nous sommes alors au milieu des années 2000 et les États-Unis connaissent un véritable boom immobilier. Les prêteurs tels qu'Angelo Mozilo ne s'inquiétaient pas de savoir si les clients pouvaient rembourser leur hypothèque, car ces prêts ne restaient pas dans les comptes de leur entreprise. Ces hypothèques étaient combinées à d'autres prêts pour être revendus à Wall Street, où ils étaient transformés en produits financiers très complexes. Ce marché était peu réglementé et les banquiers raffolaient de ces titres. Mais en 2007, l'annonce par la Banque centrale américaine, la Fed, d'une énième hausse de ses taux directeurs va précipiter l'éclatement de la bulle immobilière. Des millions de ménages confrontés à des taux de remboursement devenus prohibitifs, car on le rappelle, ils avaient emprunté à des taux variables, voient leur logement saisi et le secteur immobilier connaît des faillites massives. Surtout, du fait de la titrisation, la crise se propage rapidement au secteur financier et bancaire. Ainsi, du jour au lendemain, la valeur des titres subprime et des portefeuilles qui en comprennent s'effondre. Les sociétés d'investissement voient le niveau des actifs qu'elles gèrent chuter et les banques qui avaient utilisé ces fonds pour se refinancer affichent des pertes colossales.
Les banques américaines, bien sûr, mais également les banques européennes, au premier rang desquelles la française BNP Paribas, qui avait elle aussi largement investi dans les subprimes américains. Une crise de confiance envers les banques s'installe, la panique gagne alors les épargnants. Les banques refusent de se prêter de l'argent les unes aux autres, comme il est d'usage, par peur de ne jamais récupérer leurs fonds, et tout le système bancaire est menacé de faillite. Il faudra en 2008 l'intervention massive des États et des banques centrales par injection directe de liquidités pour éviter la catastrophe. Cependant, la chute d'un domino entraînant tous les autres, les choses ne se sont bien sûr pas arrêtées là. Ayant dépensé des milliards pour sauver les banques, les États européens ont vu leur niveau d'endettement atteindre des sommets. Un mouvement favorisé par la frilosité post-subprime des investisseurs, exigeant désormais des taux usuraires pour prêter aux États. À plus forte raison pour ceux décrits comme les plus fragiles par les organismes privés supposés guider leur choix, les fameuses agences de notation. Après la crise des subprimes, après la crise boursière, après la crise bancaire, nous nous sommes donc retrouvés face à une crise des dettes souveraines. Une crise particulièrement violente pour des pays comme l'Italie, l'Espagne ou même la France, quoique dans une moindre mesure, et bien sûr la Grèce dont la croissance et la consommation des ménages se basaient largement sur l'endettement, privé comme public, et l'apport de capitaux extérieurs. Un fonctionnement, il importe de le souligner, considéré jusqu'alors comme parfaitement vertueux et même encouragé par les institutions européennes. Ainsi, si nous prenons l'exemple de la Grèce, les 10 années qui précèdent la crise sont marquées par une croissance forte et rapide de son économie, plus forte et plus rapide que celle des grandes puissances européennes, une croissance soutenue par un endettement des ménages et des entreprises tout aussi fort et rapide, endettement lui-même permis par une croissance quasi exponentielle des entrées de capitaux venus pour la plupart d'institutions, de banques et de fonds d'investissement établis dans le reste de l'Europe. En apparence, une véritable success story considérée comme telle par la BCE et la Commission européenne, mais qui, on s'en doute, ne pouvait pas durer éternellement. Alors bien sûr, il est permis de se demander ce qui a poussé la Grèce, ou l'Espagne, ou l'Irlande, ou le Portugal à suivre une telle voie. Et poser cette question implique de briser un tabou, celui de la monnaie unique, et des profonds déséquilibres que son adoption a pu susciter à compter du début des années 2000. De quel déséquilibre parlons-nous ici ? Si la zone euro compte aujourd'hui 19 pays, il se trouve que ces pays ont au départ des caractéristiques économiques très différentes. Les salaires, le niveau de vie, les taux d'imposition, l'évolution des prix y sont très différents. Certains exportent massivement, d'autres dépendent au contraire des importations pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Certains ont un secteur industriel développé, d'autres vivent principalement du tourisme. Certains échangent principalement avec les autres pays de la zone, là où d'autres commercent avec des partenaires extérieurs, en Asie ou en Afrique. De ces disparités découle la nécessité de politiques économiques, notamment monétaires, elles aussi différentes, définies en fonction d'intérêts nationaux et décidées de manière souveraine. Mais avec l'entrée en vigueur de l'euro, la politique monétaire échappe au contrôle des États, et donc de la démocratie, pour devenir la prérogative unique de la Banque centrale européenne. Surtout, elle devient la même pour tous, une situation nouvelle qui bien sûr présente certains avantages. Adieu le taux de change, adieu les coûts de transaction et adieu les risques de concurrence entre monnaies européennes. Mais adieu aussi la possibilité pour un État de faire varier la valeur de sa monnaie, d'adapter ses taux d'intérêt, bref, d'utiliser le levier monétaire pour favoriser l'économie réelle. Car, fondamentalement, c'est à cela que sert la politique monétaire. La politique monétaire, ce n'est pas un simple gadget. Pour un État, c'est parfois la possibilité d'éviter un choc qui, du fait d'une structure économique particulière, aurait eu un effet dévastateur sur l'emploi, le niveau de vie, l'activité, là où un choc de même nature n'aurait guère affecté son voisin à la structure économique différente. C'est donc assez logiquement que dès 2003, alors que la mise en place de la monnaie unique était supposée homogénéiser les économies de la zone monétaire, c'est en réalité au processus inverse que l'on commence à assister. Au lieu de converger, les économies de la zone euro se mettent à diverger. Certaines, comme l'Allemagne, première puissance exportatrice vers les autres pays de la zone, profitent à plein régime de la nouvelle monnaie. D'autres, à l'inverse, voient leur croissance pénalisée par une monnaie surévaluée au regard de leur structure économique, avec, pour seule compensation, le baiser empoisonné de taux d'emprunt moins élevés qu'auparavant. Coins and banknotes in our pockets are worth far more than the numbers written on them. They are the tangible symbol of a united Europe that promises peace
protection and prosperity. On a bien vu, quand on suivait la conjoncture européenne durant les 10 premières années, en particulier de l'euro, non seulement on n'a pas pu dévaluer, mais il a fallu quand même absorber une appréciation du taux de change réel. C'est-à-dire qu'on compare nos taux de change avec les écarts d'inflation des autres pays, de 25% entre 2000 et 2004. L'euro était trop cher pour la France. A été mortel. Il a été mortel pour qui? Pour les pays dont l'industrie n'était pas une industrie particulièrement à forte valeur ajoutée. Il a été mortel parce que finalement, il a laissé le terrain libre à la concurrence des nouveaux pays industrialisés, en particulier d'Asie. On voyait que le taux de change de l'euro à l'égard du bloc asiatique s'est apprécié en termes réels de 45%. C'est-à-dire qu'on s'est, quelque part, on s'est fait un peu harakiri. On avait des concurrents qui arrivaient favorisés par des très bas coûts de main-d'œuvre, une industrie en pleine effervescence, qui venait manger déjà sur et en plus, il y a double effet qui se fout, il y a eu l'effet devise. Donc, soit vous avez une industrie qui profite de ce cadre mondial, bien d'équipement, l'Allemagne, qui est connue pour sa spécialisation là-dessus. Et qui n'est pas gênée par un euro qui est fort, parce qu'in fine, quand il faut acheter une machine-outil, même si elle est plus chère, qu'elle est allemande, il faut l'acheter. Exactement. Seulement, les Allemands produisent ce type de machine. Donc, qu'elle soit 25% plus chère ou moins chère, de toute façon, il faut que je l'achète. Pour être honnête, ce mouvement de divergence n'a rien d'anormal. Au contraire, même c'est un phénomène qui historiquement s'observe à chaque fois que des régions aux économies hétérogènes adoptent une même monnaie et donc une même politique monétaire. Par exemple, lorsqu'un État fédéral se constitue. Et c'est pour compenser ce phénomène que les États mettent en place, en leur sein, des mécanismes de transfert budgétaire. Une partie de la valeur produite dans la région favorisée par l'adoption d'une monnaie unique est transférée vers celle qui en est pénalisée. Et ce mécanisme est accepté par tout le monde du fait d'un sentiment national préexistant. Dans un pays comme la France, ce mécanisme coule même de source, car il découle de siècles d'histoire commune, et il ne viendrait à l'idée de personne de le remettre en cause. Mais au sein de la zone euro, un tel mécanisme de transfert n'existe pas. Imaginons que demain, la politique monétaire de la BCE favorise l'Allemagne au détriment de la croissance française. Rien ne sera prévu pour compenser cela. Au contraire, les institutions européennes feront comme si la politique monétaire n'avait rien à voir là-dedans et enjoindront la France à faire des efforts pour améliorer sa situation, quand bien même elle serait totalement impuissante à cela. Et dans les années 2000, c'est exactement ce qui s'est passé. Les pays qui ont été amenés à emprunter massivement auprès des marchés financiers, mouvement permis par la libre circulation des capitaux, elle-même gravée dans le marbre des traités européens, l'ont fait pour soutenir une croissance plombée, bien sûr, par les mouvements de fond de l'économie réelle, mondialisation des échanges et désindustrialisation, mais également par une monnaie totalement inadaptée à leurs besoins, adoptée sans qu'aucun mécanisme de compensation budgétaire n'ait été envisagé pour réduire des effets indésirables pourtant largement prévisibles. La crise bancaire de 2008, elle-même conséquence prévisible de l'absence de régulation des mouvements de capitaux et des activités bancaires, n'a ici servi que de détonateur à la divergence brutale entre les taux exigés par les marchés auprès des différents pays d'Europe et donc à la crise des dettes souveraines. À partir de 2010, les créanciers se retrouvent ainsi confrontés au très sérieux risque d'un défaut de paiement de la part de la Grèce, incapable d'assumer plus longtemps ses engagements financiers. Les autres pays déjà cités, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Belgique ou encore l'Italie, rencontrent eux aussi de sévères difficultés. Une situation explosive puisqu'un pays en défaut de paiement signifie nouvelle crise financière, plus importante que la précédente, et nouvelle crise de liquidité pour les banques, phénomène aggravé par la titrisation entre-temps d'assurance de crédit sur les dettes des États, faisant peser sur les détenteurs de ces titres, banques et sociétés d'investissement, les risques liés au défaut de paiement. Donc un pays en défaut de paiement, c'est la coupure du robinet d'emprunt pour tous les autres pays, et donc un risque de défaut de paiement généralisé. Un pays en défaut de paiement, et c'est la disparition de la monnaie unique, chaque pays se devant de reprendre le contrôle de sa politique monétaire pour affronter les conséquences du défaut et remettre son économie sur pied. Bref, c'est la perspective d'une crise économique généralisée. Une crise multifactorielle et structurelle, trouvant ses fondements dans les contradictions profondes de la monnaie unique, dans les contradictions profondes du mode actuel de financement de l'économie et dans les contradictions profondes d'une organisation mondiale de la production devenue facteur d'appauvrissement pour les pays d'Europe.
Il y a désormais urgence. L'Union européenne doit venir en aide à la Grèce si elle ne veut pas voir sombrer sa monnaie. Après le mardi noir qu'ont connu les places boursières européennes, les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale se sont rencontrés aujourd'hui à Berlin. Une réunion d'urgence pour convaincre les députés allemands, longtemps très réticents à venir en aide à la Grèce. Je considère que le feu vert est donné. Nous devons nous décider très vite. Cela dépend du processus de décision au sein du FMI et au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi une procédure rapide du Parlement allemand est aussi importante. Bien sûr, face à l'imminence d'une telle crise, les banquiers centraux et autres commissaires européens ne pouvaient pas rester les bras croisés. Pourtant, sauf à régler le problème à la racine et à transformer en profondeur le modèle économique européen, leur capacité d'intervention s'avérait très limitée. Régler la dette grecque par création monétaire, c'était se condamner à perdre tout crédit au regard de ses propres règles monétaires et donc susciter une crise de confiance tout aussi grave. Faire payer la dette grecque aux autres pays, au-delà du fait qu'aucun n'aurait accepté cette solution pour des raisons d'absence de sentiment d'appartenance commune, c'était étendre le risque de défaut de paiement à l'ensemble de la zone euro et donc, là encore, se condamner à la crise. Faute de pouvoir éponger la dette grecque, faute de pouvoir laisser la Grèce faire défaut, la Banque centrale européenne a donc bricolé, à la va-vite, avec le Fonds monétaire international, un plan, un prêt financier, permettant à la Grèce non pas de se réorienter sur un modèle de croissance plus sain, mais tout simplement de rouler sa dette et de payer ses traites arrivant à échéance, pour la plupart, on le rappelle, détenues par des banques et des sociétés d'investissement européennes, et assorties pour la population d'un régime drastique d'austérité et de coupe budgétaire, supposé remettre les comptes de l'État grec à l'équilibre et réduire son endettement à moyen terme. Et évidemment, ce plan n'a pas fonctionné. Certes, les créanciers, pourtant à l'origine de la crise grecque, ont bien récupéré leur mise. En revanche, l'austérité imposée à la Grèce a surtout eu pour effet d'amputer sa croissance et ses recettes fiscales, faisant plonger le niveau de vie de ses citoyens tout en aggravant toujours plus sa dette, soit précisément ce que ce processus était censé éviter. Petite parenthèse, aujourd'hui encore, le niveau d'endettement de la Grèce s'établit à plus de 190% du PIB, là où il n'était que de 147% en 2010. Et la population n'a toujours pas retrouvé son niveau de vie moyen d'avant la crise. Un échec donc pour ce plan de sauvetage, pourtant suivi d'un second du même type en 2011, puis d'un troisième en 2015. Malgré tous les efforts de la BCE, le spectre de la crise des dettes souveraines planait plus que jamais sur la zone euro, accompagné désormais de celui de la récession. Il fallait donc trouver une nouvelle solution, plus ambitieuse et moins orthodoxe. Avec cette série de décisions de politique monétaire globale, nous procédons à un stimulus monétaire important afin de contrer les risques accrus qui pèsent sur l'objectif de stabilité des prix de la BCE. Et la solution ce fut, vous l'avez deviné, notre fameux quantitative easing, ou pour parler français, assouplissement quantitatif. À partir de 2015, la Banque centrale européenne se mit non plus à simplement prêter de l'argent aux États en difficulté pour leur permettre de rembourser leurs créanciers, mais à racheter purement et simplement, de manière massive, leurs titres de dette par la magie de la création monétaire. Ainsi, les États pouvaient continuer à se financer par la dette sans risque de défaut, et voyaient même la charge des intérêts de leur dette diminuer au fur et à mesure de son roulement, car les taux assurés par la BCE étaient nettement plus avantageux que ceux du marché, et surtout nettement moins soumis aux variations induites par les chocs financiers ou les mauvaises appréciations des agences de notation. Quant aux investisseurs, assurés de récupérer leur mise sur les titres de dette souveraine, ils pouvaient désormais se lancer dans des opérations plus rémunératrices, ce qui à coup sûr allait stimuler à nouveau la croissance économique. Autant de prophéties qui n'allaient que partiellement se réaliser, le boom des placements financiers en régime de QE ayant en réalité davantage alimenté la spéculation et le gonflement de bulles boursières ou immobilières que financé l'activité économique réelle. L'investissement productif, depuis 10 ans, ne fait que chuter, malgré cette politique monétaire de taux zéro. Il chute. L'idée de dire à tout le secteur privé, investisseurs et épargnants, vous n'allez pas être rémunéré pendant 30 ans parce qu'il y aura les taux d'intérêt sont à zéro, ce n'est pas quelque chose qui incite les porteurs de projets, les entreprises et les épargnants à s'investir à long terme. Ouais. Alors, c'est une vérité qui n'est pas agréable à entendre parce qu'elle ne concourt pas à la louange générale des taux d'intérêt zéro, mais je vous dis que c'est le ver dans le fruit, cette affaire-là.
Pour autant, si la politique de QE n'a pas permis la relance escomptée de la croissance européenne, force est de lui reconnaître un mérite, celui d'avoir écarté, pour un temps au moins, la menace de la crise des dettes souveraines. En fait, sans doute le QE a-t-il empêché que l'économie de la zone euro ne s'effondre. En 2015, bien sûr, lorsque le premier programme d'achat d'actifs a été lancé, avec à la clé plus de 3 400 milliards d'euros de titres de dette rachetés en un peu plus de 7 ans, mais aussi en 2020, quand, pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, la BCE rachète aux États pour 1 700 milliards d'euros de dettes supplémentaires via son programme d'achat d'urgence. Cet argent a permis aux États de couvrir les pertes des entreprises et des commerçants, évitant ainsi une faillite généralisée dans tous les secteurs de l'activité, et on voit mal comment on pourrait reprocher à la BCE de l'avoir mis sur la table. Là où le bas blesse néanmoins, c'est que si une telle politique peut, dans un contexte précis, s'avérer extrêmement utile, elle ne peut en revanche pas représenter une solution pérenne, de long terme. Les États ne peuvent indéfiniment financer leurs dépenses par des emprunts couverts au fur et à mesure par les institutions monétaires, pendant que l'argent créé sert à alimenter la spéculation. Tôt ou tard, si elles ne sont pas traitées, les faiblesses structurelles de l'économie refont surface dans un contexte d'autant plus instable que les bulles spéculatives ont été alimentées entre-temps. Ici, la métaphore qui semble la plus pertinente est celle de la perfusion de morphine administrée à un blessé ou à un malade. Cette perfusion est sans conteste nécessaire pendant un temps pour pallier la douleur, mais il faut bien qu'elle cesse tôt ou tard, sans quoi le patient va développer de nouvelles pathologies. Et si, entre-temps, vous n'avez pas traité la cause de la maladie et que vous avez laissé le malade sur un brancard au milieu d'un couloir d'hôpital, il y a des chances que son état général n'ait fait que se dégrader entre-temps. Pour la zone euro, 7 ans de perfusion de quantitative easing, c'était une occasion en or de transformer le mode de financement de l'économie, de remettre la finance au service de la production et de s'attaquer au déséquilibre profond introduit par la monnaie unique. Hélas, en 7 ans, rien de tout cela n'a été fait. Pendant 7 longues années, les institutions bancaires et politiques de la zone euro et de l'Union européenne se sont contentées de mettre la question des dettes souveraines sous le tapis, comme si le quantitative easing avait définitivement éliminé un problème qu'il ne faisait en réalité que tenir à distance tant qu'il était là. Mais aujourd'hui, le quantitative easing n'est plus possible. Les taux d'intérêt bas ne sont plus possibles. L'inflation qui court en Europe nous coupe de ces possibilités. Entre-temps, les faiblesses structurelles de nos économies, fruits de la mondialisation, de la désindustrialisation et de notre dépendance aux produits, matières premières et sources d'énergie extérieures, se sont exacerbées. Les États européens, dont la bonne santé apparente, et encore toute relative, n'était due qu'à l'argent magique dont on les nourrissait par perfusion, se retrouvent à nouveau contraints de quémander au marché la dose qu'hier encore la BCE leur fournissait généreusement. Une drogue désormais accessible à des prix, les taux d'intérêt, de plus en plus élevés, et surtout qui font à nouveau le grand écart en fonction du pays acheteur et de la bonne santé supposée de son économie. On a beaucoup parlé de la Grèce au moment où les choses allaient mal, voire très mal. Et on oublie parfois les trains qui arrivent à l'heure. Le train grec est arrivé à l'heure. La Grèce fait une entrée tout à fait réussie dans le semestre européen. Son projet de budget pour 2019 prévoit de dégager un excédent primaire de 3,5% du PIB. Il a été jugé conforme à nos règles. La croissance reprend en Grèce à un niveau qui devrait atteindre probablement 2,3% cette année. Des créations d'emplois sont au retour. Et le fait d'avoir dégagé cet excédent primaire nous a permis d'éviter des coupes dans les retraites qui a été prévues pour 2019, qui aurait représenté une baisse de 14% du niveau des retraites pour 1,4 million de retraités grecs. L'aide européenne n'a pas été gratuite, sa contrepartie ce sont des mesures d'austérité avec pas moins de 450 réformes en 8 ans. Le niveau de vie des Grecs s'est effondré, les retraites ont baissé plus de 10 fois depuis 2011, certaines ont même été divisées par 2. La pauvreté a aussi augmenté puisque aujourd'hui près d'un tiers des Grecs vivent sous le seuil de la pauvreté et puis aussi un impact sur la précarité puisque même si la Grèce crée à nouveau des emplois, eh bien la plupart de ces emplois sont des emplois précaires. Près de la moitié des nouveaux emplois qui sont créés sont des emplois à temps partiel. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que la Grèce soit totalement tirée d'affaire. Elle doit poursuivre ses efforts, notamment structurels. Aucun relâchement n'est possible, mais elle est indéniablement bien engagée maintenant sur la voie d'une croissance durable
et inclusive qui permet aussi des mesures sociales, et je pense qu'on doit vraiment tous s'en réjouir. Ainsi, quand bien même il n'afficherait plus de déficit public, ce qui, vu le contexte post-Covid et de crise énergétique, n'est évidemment pas le cas, les pays considérés comme les moins sûrs verraient tout de même leur dette grimper du seul fait du roulement de leurs titres de créance passés au taux actuel pratiqué par les marchés financiers. Ainsi, la crise des dettes souveraines mise sous le tapis pendant 7 ans repart-elle de plus belle en Europe, faisant planer les mêmes risques qu'il y a 7 ans sur la monnaie et sur les banques, avec d'autant plus de force que la situation économique générale s'est considérablement dégradée et que le niveau atteint par la spéculation est facteur d'instabilité et de risques systémiques accrus. Et aujourd'hui, si un pays inquiète particulièrement les autorités monétaires, ce n'est plus tant la Grèce que l'Italie, soumise par les marchés à un taux de refinancement s'écartant de plus en plus de la moyenne européenne et dont la dette dépassait déjà les 150% du PIB au premier trimestre de cette année. Or, là où la Grèce représentait en 2010 à peine 3% du PIB total de la zone euro, l'Italie en représentait en 2021 plus de 15%. Et pointait comme 3e puissance économique de la zone, uniquement devancée par l'Allemagne et la France. Inutile donc de préciser qu'un défaut de paiement italien aujourd'hui aurait des conséquences autrement plus graves et plus lourdes que n'en aurait eu un défaut grec il y a 10 ans. Le pays qui a le moins de croissance potentielle a les taux d'intérêt le plus élevés. Donc c'est typiquement le cas de l'Italie et de la Grèce, d'ailleurs dont on ne parle pas, mais qui est aussi dans cette configuration. Ce sont des pays qui n'ont aucune croissance potentielle. Le PIB de l'Italie est au même niveau qu'il y a 20 ans, ce qui est quand même absolument impressionnant. Et donc leur solvabilité budgétaire est moins bonne, hein, ils assurent moins facilement ce qu'on appelle la soutenabilité de leur dette publique, et donc ils ont des taux d'intérêt plus élevés. Donc si vous avez une croissance plus faible et des taux d'intérêt plus élevés, vous êtes le parfait candidat pour une crise de votre dette ou de votre balance des paiements. Pour autant, la BCE nous le dit, il n'y a là aucune raison de paniquer. Pour cause, si la hausse des taux et la fin du quantitative easing sont désormais actées, la banque possède encore une arme ultime. Nous avons nommé le TPI, Transmission Protection Instrument, ou instrument anti-fragmentation, bricolé à la va-vite pour éviter la catastrophe. En gros, la BCE pourrait continuer à racheter des titres de dette, donc à pratiquer le quantitative easing, mais de manière ciblée, uniquement envers les pays confrontés à une détérioration particulière de leurs conditions de financement, et en échange de politiques strictes de contrôle du déficit, c'est-à-dire d'austérité. Le problème étant qu'au rythme où vont les choses, l'ensemble des pays de la zone euro pourrait bien rapidement se retrouver concernés. Nous repartirions alors sur du QE pur et simple, comme avant, à ceci près que nous avons établi que la conjoncture ne le permettait plus, en même temps que l'austérité, entre parenthèses déjà imposée ces dernières années comme nous l'avons vu aux pays les plus en difficulté, obérerait toute possibilité de reprise économique et donc ne ferait encore une fois que générer moins de recettes aux États, donc plus de déficit et plus de dettes, à rebours des objectifs affichés. En résumé, nous sommes là face à un instrument anti-fragmentation qui ne permet rien du tout, ce que les gouverneurs de la BCE savent parfaitement et dont ils espèrent seulement que l'annonce en elle-même suffira à rassurer les investisseurs. Il y a aussi un aspect réduire l'inflation importée, puisque dans la zone euro, le gros de l'inflation, ça vient du fait qu'on importe des matières premières qui coûtent plus cher, mais on les importe en dollars. Donc lorsque l'euro se déprécie, ça veut dire que votre facture coûte encore plus cher. Donc un pari implicite de la BCE, c'est de dire si on augmente les taux, alors que la Fed elle-même les augmente, ça va permettre de faire monter l'euro. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les marchés, ils n'interprètent pas le fait que la BCE augmente les taux comme la preuve que l'euro va être plus fort, mais au contraire, comme le fait qu'il y a un risque plus important de récession, ce qui fait encore plus baisser l'euro. Donc chaque fois que la BCE augmente ses taux, les marchés disent « attention, il y a un risque de récession », donc l'euro baisse et donc la facture énergétique pour les Européens augmente. En attendant, ces derniers ont tous aujourd'hui le regard tourné vers l'Italie et vers l'élection générale dont à l'heure où nous tournons cette vidéo, nous ne connaissons pas encore le résultat, mais auquel le parti Fratelli d'Italia et sa candidate Giorgia Meloni font figure de grands favoris. Une force politique qui canalise aujourd'hui la colère des Italiens, d'une manière assez logique, après qu'absolument tous les autres partis du pays se soient ralliés l'un après l'autre aux politiques voulues par Bruxelles, parfois en rupture frontale avec le mandat qu'ils avaient reçu. Mais une force politique dont le triomphe pourrait être de courte durée, sa présidente ayant d'ores et déjà passé une partie de la campagne électorale à rassurer les marchés financiers sur le fait qu'elle ne chercherait pas à défier la Commission européenne.
Pour autant, les marchés n'aimant rien moins que l'inconnu, une victoire de Giorgia Meloni pourrait signifier un nouveau tour de vis sur les taux italiens. Et en parallèle, suite à la déception qu'elle ne manquera pas de provoquer chez les électeurs, l'imaginant encore se dresser contre Bruxelles une fois élue, une nouvelle étape de franchie dans la décomposition politique au sein de la zone euro, génératrice de nouvelles tensions sociales et politiques, jouant à leur tour le rôle d'accélérateur de la crise économique. Et voilà, en résumé, le tableau de l'Europe actuelle dans ce contexte. Et alors que nous nous apprêtons à vivre un hiver particulièrement tendu sur tous les fronts, pour nous, la question qui se pose est relativement simple. Il ne s'agit pas de se demander si l'euro, les banques et l'économie européenne vont ou non s'effondrer, mais bien quand tout cela s'effondrera. Et surtout, la déflagration apparaissant comme inévitable, il s'agit de réfléchir sérieusement aux décisions qu'il conviendra de prendre alors, et qu'il convient de prendre dès à présent, afin de limiter le choc qu'auront à subir les 447 millions d'habitants de l'Union européenne et les 67 millions de citoyens français concernés, et de reconstruire, sur des bases saines, ce que les contradictions de notre modèle économique auront mis à bas. En toute logique, ces questionnements devraient traverser l'ensemble de la classe politique, et tous les partis, indépendamment de leur sensibilité générale, devraient être en train d'y chercher des réponses afin de les soumettre au débat public et au jugement des Français. Pourtant, à l'heure actuelle, aucun de leurs représentants ne semble avoir conscience de l'ampleur du problème, chacun se contentant, et encore lorsqu'il daigne évoquer ce sujet, de sa petite proposition personnelle visant à répartir plus équitablement le coût de l'inflation, un peu moins d'impôts, un peu plus de SMIC, autant de propositions dérisoires lorsque le navire est en train de sombrer. Et nous pourrions terminer cette vidéo sur ce constat, celui d'une classe politique à la ramasse, nous précipitant vers l'abîme par un mélange de lâcheté, d'incompétence et de malveillance. Mais pour tout vous dire, une telle conclusion ne nous satisferait pas plus que vous. La France est notre patrimoine commun, et si l'on ne peut pas compter sur les dirigeants politiques et économiques pour la défendre, c'est à nous, son peuple, qu'il conviendra de le faire. Or, si ce n'est évidemment pas avec cette vidéo que nous allons trouver toutes les réponses à la crise systémique qui nous arrive dessus, on ne va pas en quelques minutes compenser 40 ans de trahison de nos élites, au regard de ce que nous avons dit jusqu'alors, nous pouvons d'ores et déjà dresser certaines pistes de réflexion qui, le moment venu, pourront s'avérer utiles. Nous l'avons vu, notre modèle économique souffre de contradictions profondes, et il est par conséquent illusoire d'espérer le remettre d'aplomb sans des transformations tout aussi profondes. Pour commencer, si nous avons évoqué aujourd'hui les marchés financiers, les banques ou la monnaie, il convient de rappeler une évidence souvent oubliée par les économistes, que toutes ces institutions ont vocation à servir l'économie réelle, c'est-à-dire la production et l'échange organisé de biens, matériels ou non, permettant et favorisant la vie en collectivité. On le rappelle, c'est cette économie réelle qui est aujourd'hui profondément désorganisée. La mondialisation des chaînes de production, orchestrée à partir des années 70 sous la pression des détenteurs du capital financier et des investisseurs institutionnels, étant à l'origine des difficultés actuelles d'approvisionnement et donc de l'inflation, mais aussi de la désindustrialisation et de l'appauvrissement de nos États, et donc de leur dépendance accrue à ces mêmes détenteurs de capitaux et autres investisseurs institutionnels. Nous en avions parlé dans notre vidéo de juillet dernier, La France sur un volcan, on vous remet le lien dans la description. Fondamentalement, c'est à la reconstruction de son économie réelle, de ses capacités à produire et à répondre aux besoins de sa population que la France devra son salut. Une reconstruction de l'appareil productif qui ne pourra pas se faire sans des investissements massifs dans une économie protégée de la concurrence internationale et suivant les détails d'un plan approuvé par les Français. Mais dans cette optique, comme nous l'avons vu aujourd'hui, certaines questions qui peuvent sembler extrêmement techniques, ésotériques, voire carrément à côté du sujet pour les profanes, ont pourtant toute leur importance. Par exemple, nous le savons désormais, une monnaie inadaptée à la structure économique d'un pays ou à ses ambitions peut contribuer à tirer son activité et sa croissance vers le bas. La politique monétaire ne fait pas la bonne santé d'une économie, mais elle y contribue. Elle est, au même titre que la politique budgétaire, un levier essentiel des politiques économiques, et les deux doivent d'ailleurs être maniés conjointement pour ne pas venir se télescoper en poursuivant des objectifs contradictoires. C'est pourquoi il est aberrant de confier cette politique à une institution non démocratique, n'ayant de compte à rendre à personne, comme la Banque Centrale Européenne,
Et c'est pourquoi la politique monétaire se doit d'être édictée par le même pouvoir politique ayant la charge de la politique budgétaire, le tout au nom d'un peuple souverain réuni par un même consentement à l'impôt. En cela, le modèle monétaire de l'euro est clairement dysfonctionnel, l'une des causes majeures de la mauvaise santé économique des pays européens, et doit, par conséquent, n'en déplaise à certains, être abandonné pour ne pas nous entraîner dans sa chute. Oui, c'est évident, pour qui souhaite partir passer son week-end à Barcelone ou à Berlin, l'euro présente bien des avantages. Mais les qualités d'une monnaie ne se mesurent pas au temps qu'elle fait gagner à éviter les bureaux de change à l'aéroport. Une monnaie unique pour l'Allemagne et la Slovénie, avec une valeur déterminée par une poignée de technocrates non élus, sans mécanisme de transfert budgétaire, c'est une monnaie structurellement défaillante, qui ne peut mener, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'au chaos économique. Sous sa forme actuelle, l'euro est donc condamné. Retrouver une monnaie nationale et les leviers politiques associés, et éventuellement dans un deuxième temps lier cette monnaie à une monnaie commune, assortie d'un taux de change globalement fixe permettant de faciliter les échanges entre les États le souhaitant, comme ont pu le préconiser certains économistes, semble donc une nécessité pour quiconque entend retrouver le chemin de la croissance. Et plus nos nations tarderont à prendre acte de cette réalité, par attachement sans doute compréhensible à un symbole, mais à un symbole condamné dès sa naissance par ses défauts intrinsèques, et que les historiens de demain regarderont sans doute avec la plus grande circonspection, plus l'impact de la crise sera important sur elles, et moins il leur sera facile de se redresser. Mais plus encore que la question monétaire, essentielle mais non centrale, c'est bien la question du financement même de l'économie qui se doit désormais d'être posée. En effet, en étudiant la crise des dettes souveraines, on voit comment cette dernière est intimement liée non seulement à l'obligation faite aux États de se financer auprès des seuls marchés financiers, mais encore à l'absence de régulation des activités bancaires et financières, et au-delà, à la libre circulation des capitaux elles-mêmes. Oui, que les États puissent, lorsque nécessaire, se refinancer directement auprès des banques centrales sans avoir à passer par les marchés, et une part de la menace pesant sur l'économie mondiale sera sans doute levée, le redéploiement d'une économie de production faisant le reste en assurant à l'État les revenus nécessaires à son fonctionnement. Mais ce changement ne suffira pas à nous protéger contre les déséquilibres liés à la place centrale qu'occupe la finance dans notre modèle économique actuel. On l'a vu, c'est bien l'absence de limite mise à la circulation des capitaux qui fut à l'origine de la bulle immobilière aux États-Unis en 2007 ou qui fit de la Grèce l'otage de ses créanciers en 2010. C'est bien la libre circulation des capitaux qui fait qu'aujourd'hui, des pays comme l'Italie, dont une part importante de la dette est détenue par des fonds de pension ou d'investissement basés au Delaware ou au Luxembourg, peuvent être victimes d'attaques spéculatives visant à influer le résultat d'élections démocratiques ou à contraindre leur gouvernement à prendre des décisions à rebours de leurs promesses électorales, à seule fin d'assurer des revenus confortables à une minorité de retraités américains ou allemands. Et de même, c'est bien l'absence de réglementation bancaire efficace, interdisant par exemple aux mêmes banques qui gèrent nos comptes courants de transformer des crédits hypothécaires ou des assurances sur les dettes d'État en titres échangeables sur les marchés financiers, par simple création de structures d'investissement ad hoc dispensées à l'occasion de disposer du moindre ratio de liquidité qui transforme les déséquilibres causés par la libre circulation des capitaux en risques systémiques, menaçant à tout moment l'ensemble de l'économie mondiale d'effondrement. Ainsi, interdire aux banques des pratiques comme la titrisation, sanctuariser les simples banques de dépôt en les empêchant de se livrer à la moindre activité spéculative, pour que demain, les simples épargnants ne se retrouvent pas à faire la queue devant des distributeurs vides suite à une énième opération hasardeuse, semble relever du pur et simple bon sens. Tout comme de poser des limites à la circulation des capitaux pour que demain, plus aucun État, plus aucune entreprise stratégique ne puisse changer de propriétaire au gré des opérations de marché. Et pour que demain, la répartition internationale du travail et de la production ne soit plus le résultat de la volonté d'une poignée de profiteurs, comme c'est aujourd'hui le cas avec les effets désastreux que l'on sait, mais bien la conséquence de décisions concertées, prises au nom des intérêts des populations et avec leur consentement express. Depuis près de 50 ans maintenant, progressivement, le capital financier a imposé ses règles à l'économie réelle. Du fonctionnement de l'économie qui en a découlé a résulté un monde instable, qu'aujourd'hui, une combinaison d'inflation, de récession, de montagnes de dettes et de bulles spéculatives menace d'emporter. Il faut être lucide et dire la vérité aux Français. Oui, la chute va faire très mal, et nous sommes d'ailleurs une majorité à le savoir, au fond de nous-mêmes. Pour autant, nous savons aussi que la France s'est relevée de pire que cela,
plusieurs fois au cours de son histoire, révélant dans l'adversité le meilleur d'elle-même face à des élites capitulardes. Si nous savons tirer dès à présent les leçons de la période qui s'achève, si nous savons trouver en nous les moyens de libérer la production de la tyrannie de la finance, et au passage de nous libérer de ceux qui, prétendant savoir mieux que nous comment gérer un pays, ressassent toujours les mêmes mots dérisoires, et alors, peut-être, n'aurons-nous pas à affronter en vain la tempête qui s'annonce. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On espère sincèrement que cette vidéo vous a intéressé, auquel cas on vous invite bien sûr à la partager et que le contenu n'était pas trop technique. En général, on ne parle pas trop ici de questions financières ou monétaires, car ce sont des sujets extrêmement complexes, souvent associés à un jargon économique imbuvable, il faut le dire, et qu'il est toujours délicat de rendre clair sans tomber dans la simplification à outrance. Mais comme on a pu le voir, ce sont des questions importantes, et à ce titre, il est important que nous, citoyens, puissions nous en saisir. D'autant plus d'ailleurs que ceux qui sont aux commandes comptent sur le fait que nous n'y comprenions rien pour faire exactement ce qu'ils veulent dans notre dos. On vous l'a dit, si aujourd'hui il y a un domaine qui échappe au contrôle démocratique, c'est bien celui de la politique monétaire, qui a été entièrement déléguée à la Banque Centrale Européenne avec l'euro, une banque donc qui ne rend de compte à personne, pas même aux autres institutions européennes. Se réapproprier ces questions est donc absolument essentiel, car une démocratie à laquelle certaines décisions échappent n'est pas une démocratie. La démocratie est ou elle n'est pas, mais elle ne peut pas être partielle. D'ailleurs, quand un politicien vous fait de beaux discours sur la démocratie, demandez-lui ce qu'il pense de l'indépendance des banques centrales. S'il vous répond que cela ne lui pose pas de problème, ou que la question est déplacée, ou simplement qu'il esquive la question, alors c'est que ces discours ne sont que des postures et que cette personne méprise, en réalité, la démocratie qu'elle prétend servir. Un petit test que vous pouvez d'ailleurs faire chez vous la prochaine fois que votre député organise une réunion publique dans sa circonscription. Par ailleurs, si vous avez trouvé cette vidéo utile, si globalement vous trouvez que notre travail contribue à nourrir le débat public, il vous est possible de le soutenir financièrement via notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais si le fil d'actu existe aujourd'hui, c'est uniquement grâce à votre soutien, notre seule source de revenus, hormis la monétisation automatique de YouTube. Nous refusons de vendre des espaces publicitaires à des marques, quelles qu'elles soient, nous refusons de nous vendre à d'autres médias ou à des boîtes de production, nous refusons de demander la moindre subvention publique. Les seuls dont nous dépendons, c'est vous. C'est la condition de notre indépendance absolue, de notre liberté totale dans le choix de nos sujets et dans la manière de les traiter. Personne ne peut nous acheter, c'est comme ça. On vivrait sans doute beaucoup mieux autrement, mais on préfère rester droit dans nos bottes, dire ce que nous estimons avoir à dire et pouvoir continuer à se regarder dans notre glace le matin. Donc si vous faites déjà partie des tipeurs de l'émission, on vous dit merci infiniment pour la liberté que vous nous accordez. Et si ce n'est pas encore le cas, et que vous en avez la possibilité bien sûr, on vous invite vous aussi à financer l'émission à hauteur de quelques euros par mois. Pour ça, ça se passe donc sur notre Tipeee, il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure du fil d'actu. Enfin, pour conclure, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à nos différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour être sûr de ne pas rater nos nouveaux contenus. Pensez également à laisser un pouce en l'air et un commentaire sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça améliore son référencement sur YouTube et c'est toujours un plaisir de vous lire. Au revoir et à très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.